Et c'est parti pour la troisième partie donc du chapitre sur l'optoélectronique. Et dans ce chapitre, dans cette partie-là, on va parler de la propagation de la lumière et de la fibre optique. Donc je vais reprendre mon laser, hop, voilà. Donc lorsqu'on change de milieu, il y a ce qu'on appelle un phénomène de réfraction. Alors c'est un phénomène que vous avez probablement déjà vu. Par exemple, si vous mettez un stylo ou un pinceau dans l'eau, vous voyez ici que le stylo ou le pinceau apparaît cassé. Ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Donc il apparaît cassé une première fois ici. Je ne sais pas si vous voyez là. On voit bien que au niveau de l'eau ici, il y a une cassure. Et il y a une deuxième cassure à cet endroit-là. On le voit ici par exemple avec un bout de bois qui est dans l'eau, donc c'est un peu plus clair que cette partie-là parce qu'il n'y a pas une deuxième cassure. C'est que le bout de bois ici, on s'attendrait à ce qu'il aille tout droit, et en fait dans l'eau, on voit qu'il est cassé. Alors c'est bien sûr un effet d'optique, hein, c'est pas du tout un bout de bois cassé. On peut le voir aussi dans une image un peu plus classique de physicien. Par exemple, si je mets un bout de verre ou de plexiglas, je mets un laser ici, et le laser, on s'attendrait à ce qu'il aille tout droit, eh ben non, on voit qu'il est dévié ici, et pareil en sortie, quand il repasse du plexiglas vers l'air, on voit qu'il de nouveau est dévié, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce rayon-là est parallèle à ce rayon-là, donc on a réussi à décaler un rayon lumineux tout en gardant la même direction, donc c'est assez stylé. Donc là tout de suite, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir cette petite vidéo là de la chaîne ScienceClick, réfraction et mirage pardon, sur YouTube, qui est très très claire et qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la réfraction. Ok, donc une fois que vous avez vu cette vidéo, on peut aller un petit peu plus loin sur la compréhension de la propagation de la lumière. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est quoi? C'est que la lumière, alors, en théorie, elle va à la même vitesse dans tous les milieux, mais en fait, nous, ce qu'on considère, c'est que c'est pas la même vitesse dans tous les milieux, d'accord? Il faut pas chercher à chipoter sur cette définition qui nous donnait dans la vidéo. Donc, pour nous, la lumière ne va pas à la même vitesse dans tous les milieux. Donc, du coup, ce qu'on pourrait avoir envie de faire, c'est de comparer la vitesse dans un milieu par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide. On l'avait fait déjà ça quand on avait fait les lignes de transmission, où on avait regardé, on avait comparé la vitesse des signaux dans les câbles avec la vitesse de la lumière dans le vide. Donc on va définir ce qu'on appelle l'indice optique, qui va être comme le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, C0, qui vaut 3 × 10 × 8 mètres par seconde. C, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu, en mètres par seconde. Et N, c'est ce qu'on appellera l'indice de réfraction du milieu, qui est sans unité. Voilà. Donc ça, c'est une formule à connaître. Des fois, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de trouver l'indice de réfraction, souvent c'est de trouver la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Donc on va inverser cette formule pour donner C égale. Donc on passe le C en haut, ça devient C fois N égale C0. Et donc si je passe le N en bas, ça me fait C égale C0 sur N. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder cette vitesse-là pour quelques milieux et cet indice de réfraction pour quelques milieux. Donc si on prend le vide, sa célérité, c'est quoi? Ben, on sait, hein, c'est comme C0, c'est 3 × 10 × 8 mètres par seconde, 3,00 pour être exact. Et donc l'indice de réfraction, ben, si je fais 3 × 10 × 8 sur 3 × 10 × 8, c'est la même chose, donc ça fait 1. Pour l'air, eh ben, l'air c'est exactement pareil. Donc en fait, on n'a pas de différence, c'est pour ça que souvent nous, on ne fait pas la différence entre le vide et l'air. Attention, je rappelle, là on parle bien de la vitesse de la lumière ou des ondes électromagnétiques. On ne parle pas de la vitesse des ondes sonores par exemple. Les ondes sonores, on est plutôt à 340 mètres par seconde. Bon, c'était une petite parenthèse. L'eau. Alors dans l'eau, la vitesse de la lumière va un petit peu moins vite. Alors c'est 2,26 × 10 × 8. Donc on peut calculer C0 ici sur 2,26, donc 3 × 10 × 8 sur 2,26. Les 10 puissance 8 se simplifient, et il me reste 3 sur 2,26, et ça fait 1,33. Donc l'indice de l'eau, c'est 1,33. Ah oui, petit commentaire, cet indice ici, comme la vitesse elle est toujours plus petite dans un milieu que dans le vide, alors n sera toujours plus grand que 1. Voilà. Et ensuite dans le diamant, la vitesse de la lumière va encore moins vite, 1,23 × 10 × 8, ce qui nous donne un indice de réfraction de 2,44. Voilà pour l'indice de réfraction. Maintenant, on va parler du coup de la déviation de la lumière. Et cette déviation, en fait, c'est la loi de ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes.
Il y a toute une historique sur cette loi, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc, on va partir de deux milieux. Donc, le premier milieu qu'on appellera le milieu 1 avec un certain indice de réfraction et un milieu 2 avec un indice numéro 2. Pour faire mon dessin ici, ça sert juste à faire le dessin, hein, c'est pas un truc qui est vrai dans le cas général, mais moi je ferai mon dessin dans le cas où N2 est plus grand que N1. C'est-à-dire que par exemple, je passe de l'air à l'eau. Comme l'air c'est 1 et l'eau c'est 1,33, on peut imaginer là, c'est une bonne image de dire que je passe de l'air à l'eau. La séparation ici, l'endroit où il y a les deux milieux qui se touchent, c'est ce qu'on appelle le dioptre. Et ensuite, il nous faut définir un dernier élément, c'est la normale au dioptre. Alors la normale au dioptre, c'est une droite qui est perpendiculaire au dioptre. Maintenant, on va définir le rayon incident. Donc le rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur le milieu. Qu'est-ce qui se passe pour ce rayon incident? Il a un certain angle, d'accord? Eh bien, il se trouve que quand je passe du milieu 1 au milieu 2, ce rayon, on s'attendrait à ce qu'il continue tout droit, mais en fait, il est réfracté, c'est-à-dire qu'il est dévié, d'accord? Et le rayon réfracté ici a un angle I2. Alors, il y a une petite règle qui dit que plus le milieu a un indice de réfraction grand, plus l'angle est proche de l'axe. Donc c'est-à-dire que ici I1 était plus petit que I2, donc le rayon se rapproche de l'axe, ok? Parce que N2 était plus grand que N1. Et il existe un dernier élément, c'est aussi, donc ici quand j'envoie une lumière sur de l'eau, ben, il y en a une partie qui est transmise, mais il y en a une partie qui est réfléchie. Et la réflexion, ça fait un miroir parfait, donc c'est-à-dire qu'on retrouve exactement le même angle ici que ici. Et la loi de Snell-Descartes, elle nous dit qu'on a une relation entre les angles et les valeurs des indices ici. Et cette relation-là, il a fallu assez longtemps pour la trouver. Et elle est exprimée sous la forme n1 fois sinus du premier angle, donc n1 sinus I1, égale n2 sinus I2. Très pratique pour si on cherche le deuxième angle, par exemple, en connaissant les différents milieux et l'angle d'envoi ici. Alors, il y a un phénomène particulier qui se déroule, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale. Alors, la réflexion totale, on la voit à quel endroit? Ce que je vous propose, c'est qu'on plonge dans une piscine et qu'on prenne une photo sous l'eau. Si on prend une photo sous l'eau, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit ici que, donc on a la personne qui nous intéresse, et ici, vous voyez, ça c'est le niveau de l'eau là. Qu'est-ce qu'on voit au-dessus? On voit un miroir parfait. Donc en fait, ici, ce qui est marrant, c'est que je ne peux pas voir l'extérieur de la piscine quand je regarde assez à l'horizontale. Ok? Mais si je regarde un peu plus à la verticale, ici, je peux voir l'extérieur de la piscine. Mais vous voyez qu'il y a un moment, il y a une sorte de limite ici, là, où le rayon sorte de la piscine ou ne sort plus de la piscine. C'est le phénomène de réflexion totale. Pour vous illustrer un petit peu ça, on va prendre cette image-là. Donc là, ici, on est dans l'eau, donc on est au point ici, et on va avoir des rayons lumineux. On va essayer de regarder vers l'extérieur. Alors, la zone qui est ici en miroir, c'est la zone qui est ici. C'est-à-dire que les rayons, entre guillemets, rebondissent sur la surface de l'eau. On verra pourquoi tout à l'heure mathématiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rayon réfracté, tous les rayons sont réfléchis. Et la deuxième partie qui est ici, c'est l'endroit où on voit que les rayons, on arrive à voir l'extérieur de la piscine, donc c'est la première partie ici, on voit que les rayons ici peuvent sortir et on va voir l'extérieur de la piscine. Alors, on va partir de la première hypothèse, c'est que le milieu 1, ici, ça va être l'eau. Donc je pars d'ici et je vais vers l'air, le milieu 2. D'accord? On a la relation n2 sinus I2 égale n1 sinus I1 ou n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Et on va essayer d'exprimer le rayon qui sort de la piscine. Donc le rayon qui sort de la piscine, je vais chercher son angle, donc c'est sinus I2. Donc je vais passer le N2 de l'autre côté. Donc ça me donne sinus I2 égale N1 sur N2 sinus I1. Et ensuite, donc on retrouve bien l'élément qui m'intéresse, j'ai cet élément-là. Alors, le rayon qui est ici, vous êtes d'accord qu'un sinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc je vais pouvoir dire que cet élément-là, il est censé toujours être compris entre moins 1 et 1. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une condition sur l'angle du rayon qui sort là de l'eau. Donc je veux une condition sur cet élément-là, le sinus I1. Donc je vais multiplier des deux côtés par n2 et diviser des deux côtés par n1. Comme n2 et n1 c'est des nombres positifs, je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Donc je vais avoir sinus I1 qui est compris entre moins n2 sur n1 et n2 sur n1.
Une fois que j'ai fait ça, je vais réfléchir. Est-ce que mon sinus ici, il est toujours plus grand qu'un nombre négatif? Alors attention ici, n2 sur n1, qu'est-ce que je peux dire? n2 sur n1, il est plus petit que 1. Donc ici, j'ai pas de souci, parce que je vais avoir quelque chose qui sera toujours plus grand que moins 1. Par contre ici, je peux avoir un souci. Ici, je peux avoir un souci si jamais ce sinus I1, il était plus grand que n2 sur n1. Parce que n2 sur n1, imaginons ici, regardez, ça fait 1 sur 1,33, ça fait du 0,7. Alors si jamais mon sinus I1, j'avais un angle trop grand, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je vais dépasser, je vais me retrouver de l'autre côté. Et si je me retrouve de l'autre côté, cette relation-là n'est plus vraie, cette relation-là n'est plus vraie, et donc le sinus I2 n'existe plus. Donc, quand je vais avoir un angle trop grand, ici, je ne vais plus avoir d'angle qui ressort de mon milieu 2. Donc c'est cette partie-là qui nous intéresse, et on va dire qu'il y a réflexion totale si le sinus qui est là est plus grand que cette valeur. Voilà le concept de réflexion totale. Alors. Ok. Donc, deuxième constat. Donc ça, c'est le concept de réflexion totale qu'il faut savoir, il faut savoir travailler un petit peu cette formule pour arriver à cette relation-là. Maintenant, deuxième constat, je vais prendre la pochette de l'album de Pink Floyd. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ça leur pochette. Alors en vrai, cette pochette-là, elle est pas très réaliste. Ce qu'ils auraient dû mettre comme schéma plutôt, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les différents rayons ici ne sont pas déviés pareil. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? S'ils ne sont pas déviés pareil, ça veut dire que dans ma formule n1 sinus I1 égale n2 sinus I2, ils arrivent tous avec le même angle. Par contre, ils repartent pas tous avec le même angle. S'ils repartent pas tous avec le même angle, ça veut dire que l'indice n2 du milieu dépend de la longueur d'onde. Donc l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Alors c'est pas vrai pour tous les milieux, mais c'est vrai pour une bonne partie pour nous. Ce qui veut dire, si on réfléchit, on avait dit que si l'indice n'était pas le même, ça veut dire que la vitesse dans le milieu n'était pas la même. C'est-à-dire que la lumière ne va pas à la même vitesse pour toutes les couleurs. Vous allez me dire, c'est super, mais nous, en électronique, on n'utilise pas souvent des prismes. Alors, déjà, c'est pas tout à fait vrai. Quand on prend des lecteurs DVD et tout ça, il y a des prismes pour rediriger les rayons. Mais on va voir une application plus pratique liée à la fibre optique. Imaginons que j'envoie une impulsion dans un milieu. Ok? Alors si vous voulez, pour imaginer, vous imaginez à l'entrée d'une fibre optique, j'envoie un flash blanc. Et qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois à la sortie? Eh bien en fait, je m'attends à voir normalement la même bosse. Eh bien en fait, je trouve une bosse un peu plus petite et beaucoup plus étalée. C'est ce qu'on appelle un paquet d'ondes. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est étalé? Et bien en fait ça s'est étalé parce que quand j'envoie une impulsion blanche ici, ce que je peux imaginer c'est que c'est plein de photons de toutes les couleurs. D'accord? Donc il y a des photons rouges, des photons violets, des photons jaunes, etc. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la vitesse n'allait pas à la même vitesse, la lumière n'allait pas à la même vitesse suivant sa longueur d'onde. Ce qui veut dire que le violet, par exemple, va plus vite que le bleu, qui va plus vite que le bleu clair, qui va plus vite que le vert, plus vite que le jaune, plus vite que le rouge. Ce qui veut dire quoi? Si le violet va plus vite, les photons violets ici vont arriver avant. Et les photons bleus vont arriver un tout petit peu après les violets. Et les photons bleu ciel, etc., etc. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve les différents photons qui sont arrivés les uns après les autres. Et donc on va avoir ici un étalement de mon impulsion. Si on mesure le temps moyen T1 et le temps moyen T2, on va pouvoir définir ce qu'on appelle la vitesse du groupe. Et la vitesse du groupe, c'est quoi? C'est lié à T1 et T2, c'est-à-dire le temps qu'a mis l'ensemble en moyenne pour se déplacer. Donc la vitesse du groupe, c'est quoi? C'est la distance qui a été parcourue, donc la longueur ou la distance, divisée par l'écart de temps. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la dispersion chromatique. Alors, j'en parle ici, mais en fait, dans les fibres optiques, on verra plus tard que la dispersion chromatique n'intervient pas, vu qu'on utilise des lasers. Et les lasers ont une seule longueur d'onde très très précise, donc on a très peu de dispersion chromatique. Voilà. Parlons maintenant de la fibre optique. Alors, de quoi est composée la fibre optique? Eh bien, la fibre optique, elle est composée de plusieurs couches. Elle est composée d'un cœur. Le cœur, c'est vraiment le centre de la fibre optique. Autour de ce cœur-là, donc le cœur, il est transparent.
c'est souvent du verre, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Voilà. Et ensuite, autour, on a une gaine. Et la gaine est aussi transparente. C'est important. Par contre, ici, ce ne sont pas les deux mêmes matériaux. Et autour de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour protéger la fibre optique des interférences extérieures, on va mettre une protection. Cette protection, c'est une protection qui est à la fois mécanique, donc elle évite qu'il y ait des choses, que la surface de la gaine s'abîme à cause de rayures, etc. Mais aussi, c'est une protection qui évite que des rayons rentrent dans la fibre optique. Donc une protection optique. Si on regarde finalement une fibre optique, ça ressemble à ça. Alors il peut y avoir plus ou moins de couches, hein. Je rentre pas dans les détails ici, mais ce qui est important, c'est qu'ici on nous dit que la protection fait à peu près 230 micromètres. Donc pour vous donner une idée, 230 micromètres, c'est 0,2 mm. C'est-à-dire qu'une fibre optique, ça fait moins d'un millimètre, ça fait un cinquième de millimètre. Alors bien sûr, ça dépend des types de fibres, etc. Mais une fibre optique, plus c'est gros, c'est pas forcément une bonne chose que ce soit plus gros, au contraire, on le verra tout à l'heure. Maintenant, ce que je vous invite à voir, c'est cette vidéo là, qui est très courte. C'est sur la fabrication de la fibre optique, c'est de la chaîne Photonics Bretagne, et ça vous montre un petit peu le processus de fabrication de la fibre optique. Donc je vous propose de mettre en pause ma vidéo et d'aller voir celle-ci. Donc, voilà pour la composition de la fibre optique et sa fabrication. On va maintenant parler de son principe de fonctionnement. Donc, imaginez, j'ai un rayon qui rentre dans ma fibre optique. Et là, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où ce rayon-là... Alors là, ici, je fais une petite parenthèse. Normalement, il aurait déjà dû mon rayon être réfracté. C'est-à-dire que je rentre comme ça, il est un petit peu réfracté. Mais on va supposer que le laser est très très collé ici, et donc la lumière arrive pile poil dans le milieu. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Ça dépend de mes conditions entre l'indice optique de ce matériau et de ce matériau. Or nous ici, le but c'est quoi? C'est que le rayon il reste dans la fibre. Donc pour ça, il faut se placer dans le cas de la réflexion totale. Et on avait dit, pour la réflexion totale, il faut que ce milieu-là soit plus grand que celui-ci, pour qu'il y ait réflexion totale. Et si on se place dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, le rayon va avoir une réflexion totale à l'intérieur. Alors on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail avec une animation. Donc ici, il faut que j'enlève le laser. Hop. Normalement, voilà. Hop, voilà. Hop là, je prépare. Ici, on zoome. Donc imaginez, qu'est-ce qui se passe si mon angle d'entrée, donc là ici je suis dans le cas idéal, hein, j'envoie mon laser tout droit, il va tout droit, etc. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute de l'angle parce que je suis mal aligné ou comme ça? Au début, c'est pas très grave. Mais petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un moment où je vais arriver à un endroit qui risque ici. Bam, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon rayon, ça y est, il est transmis, il est réfracté. Et au moment où j'ai plus la réflexion totale, mon signal, jamais il arrivera au bout de la fibre optique. Donc ici, il y a un angle maximal. Vous voyez ici, il va y avoir un endroit, hop. Ici, j'ai des pertes. On le voit un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. J'ai un petit peu de pertes. Mais normalement, ce qui m'intéresse, voilà. Ici, à 40,9 degrés, c'est bon. Et à 41 ou à 42, c'est plus bon. Donc ici, il y a un rayon maximal, un angle maximal, à partir duquel je ne pourrai plus envoyer les rayons. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'ouverture numérique. L'ouverture numérique, elle est définie par l'angle le plus grand que je peux avoir tant que j'ai la réflexion totale. Cet angle-là, on va l'appeler θ0, et l'ouverture numérique, ce sera le sinus de θ0. Dernier petit élément, tant que j'y suis, c'est que ici, regardez, je me mets à un endroit où j'ai une réflexion totale, mais si je fais une courbure dans la fibre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici, on a des rayons de courbure qui peuvent être perturbants. D'ailleurs, quand vous avez des installateurs qui viennent vous mettre la fibre chez vous, ils ne peuvent pas suivre des angles droits. Déjà parce que ça risquerait de casser la fibre à l'intérieur, ça risquerait de l'abîmer, mais en plus, voilà, pour respecter l'optique, on est obligé de faire attention à ne pas mettre des rayons de courbure trop importants. Donc voilà, il y a deux raisons pour ça. Voilà pour l'ouverture numérique. Donc l'ouverture numérique, je rappelle, c'est l'angle maximum tel que
j'ai une réflexion totale. Donc ici, on peut voir que, hop, voilà, on est à peu près à 41 et quelques. Voilà pour l'ouverture numérique. Et l'ouverture numérique, c'est le sinus de cet angle-là. Une autre caractéristique de la fibre, si je prends ce qu'on appelle le mode fondamental. Le mode fondamental, c'est quoi? C'est le rayon qui va le tout droit. Donc j'envoie une impulsion ici. Je vais reprendre mon laser. J'envoie une impulsion. Qu'est-ce qui se passe? En sortie, je retrouve mon impulsion. Donc elle est arrivée avec un certain temps. Maintenant, imaginons un deuxième rayon, ce qu'on va appeler le mode moyen. Le rayon, je l'envoie, c'est un des rayons qui part en même temps que le premier, hein, mais il est un petit peu plus penché. Qu'est-ce qui se passe? Ce rayon ici, si je regarde, quand j'envoie mon impulsion, il a dû faire une distance plus grande. Il a zigzagué un peu. Et comme il a zigzagué, il va arriver un tout petit peu après le premier rayon. Maintenant, imaginons un rayon qui est encore plus penché. C'est ce qu'on va appeler par exemple le mode extrême. Donc j'envoie l'impulsion, les trois sont envoyés en même temps, hein. J'ai envoyé un flash, la lumière se met dans toutes les directions, et là il fait des rebonds plus importants. Là ici c'est le cœur. Hein. Qu'est-ce que je vois si j'ai des rebonds plus importants? C'est que là on est vraiment avec la technique du mec bourré, et on sait bien qu'un mec bourré met 2 fois plus de distance qu'un mec normal à rentrer chez lui. C'est pour ça que la route est beaucoup plus longue. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes de temps? Son impulsion arrive beaucoup plus tard à la sortie de la fibre. Maintenant, si je regarde la somme des trois impulsions, moi j'ai l'impression en fait d'avoir envoyé ça. Donc ça c'est une décomposition de l'esprit. Qu'est-ce que je vois à l'arrivée? Je vois à l'arrivée un étalement qui commence quand le premier rayon est arrivé et qui finit quand le dernier rayon est arrivé. Et ça, cet étalement, c'est ce qu'on va appeler la dispersion modale. Et cette dispersion modale, elle est importante, elle se caractérise par l'écart de temps ici de mon paquet. Donc Tmax moins Tmin. Cet écart modal, cette dispersion modale là, c'est un truc qu'on va retrouver dans la fibre optique. D'ailleurs, c'est dans l'exemple de la fibre optique. Donc il ne faut pas confondre la dispersion chromatique qui fait que c'est le milieu, toutes les longueurs d'onde ne vont pas à la même vitesse et donc le rouge n'arrivera pas en même temps que le bleu. Ça, c'est dans le cas où j'essaye d'envoyer de la lumière blanche, par exemple. Et la dispersion modale, où c'est juste les rayons qui n'ont pas les mêmes angles qui vont arriver pas en même temps. Donc voilà pour la dispersion modale. Maintenant, on va parler de la bande passante. Alors pour ça, je vois que j'ai un peu loupé mon animation, mais c'est pas grave. Je vais envoyer une première impulsion. Alors imaginez, la bande passante c'est quoi? C'est dans ma fibre optique, je vais envoyer des bits. Donc je vais vouloir envoyer par exemple ici un 1. Donc imaginez, c'est quasiment un carré. Bon, en vrai c'est jamais un carré parce qu'il faut le temps que ça s'allume, etc. Mais on imagine c'est voilà une petite bosse comme ça, une impulsion, ça correspond à un 1. En arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Mon 1, on sait qu'à cause de la dispersion modale, ça s'est un peu étalé. Si j'essaye d'envoyer 1, par exemple, 0, 1, ou 1, 1 très proche, qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée? En fait, là, j'ai le premier, mais le deuxième, c'est la même chose que celui-là, il va s'être étalé. Et en fait, ce que je reçois à l'arrivée, c'est pas deux bosses comme ça, c'est la somme, et donc la somme, c'est une grosse bosse. Donc, en fait, à cause de cette dispersion modale, on va être obligé de limiter la bande passante. C'est-à-dire, je vais être obligé d'écarter mes bits et de limiter mon débit binaire. Et donc, du coup, ma première bosse va me donner une première bosse et la deuxième va me donner une deuxième. Donc, les deux impulsions sont bien séparées ici. Ici, je suis bien capable de séparer les deux. Et dans ce cas-là, en fait, il y a une règle. Alors, c'est une règle que vous n'avez pas à savoir par cœur, mais il faut savoir qu'elle existe. C'est que la bande passante, elle est liée à cette dispersion modale, c'est-à-dire à la largeur ici à l'arrivée. D'accord. Et la règle ici, c'est 0,35 divisé par delta t. Voilà. Avec le delta t, c'était Tmax moins Tmin. Une petite remarque. Plus ma longueur est grande, plus ici, ça se sera étalé. Donc le delta t sera de plus en plus grand. Donc plus j'ai une longue fibre optique, plus le signal ici sera étalé, donc plus le delta t sera grand. Et donc, plus la longueur est grande, plus la bande passante sera petite. Forcément, les bits s'étalent plus, donc il faut que je laisse plus de temps entre les différents bits pour ne pas qu'ils soient confondus. Voilà pour la bande passante. On en arrive à la fin, à l'atténuation linéique. L'atténuation linéique, on l'avait déjà vu dans le chapitre sur les lignes de transmission. C'est quoi? Donc c'est l'atténuation en décibels divisé par la longueur. C'est le nombre de décibels que je perds par exemple par kilomètre. Alors comment on le calcule? Alors moi ce que je vous conseille c'est de toujours le calculer grâce au gain. L'atténuation en décibels c'est moins le gain. Donc si j'ai une atténuation de 20 dB,
ça veut dire que j'avais un gain de moins 20 dB. Donc c'est moins le gain en décibels sur L. Et comment je calcule le gain? Ici, on va parler de puissance optique, on pourrait parler de puissance de signal. Quand je suis avec des puissances, le gain se calcule à partir de la formule 10 log de puissance de sortie sur puissance d'entrée. La formule qui est parfois donnée dans les livres, mais moi je préfère que vous reteniez celle-ci, c'est l'atténuation égale donc moins 10 log de PS sur PE, vu que c'est moins le gain. Et en fait, quand je mets un moins devant un log, log de A, moins log de A, c'est log de 1 sur A. Donc ici, ça va inverser l'intérieur de la parenthèse, donc c'est 10 log de PE sur PS. Je n'aime pas que vous appreniez cette formule de l'atténuation égale 10 log de PE sur PS, parce que souvent, après, ça vous fait vous confondre sur le gain. Donc, ce que je vous conseille, vous connaissez toujours le gain, et s'il y a besoin un jour de l'atténuation, vous faites moins le gain, et comme ça, vous êtes tranquille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette atténuation linéique? Mais en fait, on va regarder cette atténuation linéique en fonction de la longueur d'onde. Dans une fibre optique, la fibre optique, elle atténue pas de la même façon pour toutes les longueurs d'onde. Il va falloir l'analyser un petit peu parce que cette courbe, elle va être un peu compliquée. Donc, je regarde l'atténuation en fonction de la longueur d'onde. Si je regarde, ici, il y a des endroits avec des pics, d'accord? Alors, pour nous, plus on est bas, mieux c'est. Parce que ça veut dire qu'il y a moins d'atténuation, c'est-à-dire qu'on perd moins de signal quand on a des longues fibres optiques, d'accord? Alors ici, dans ces longueurs d'onde-là, il faut voir qu'en fait, il y a de l'hétérogénéité du verre qui fait que c'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. Ici, on a un gros pic qui remonte. En fait, à cette longueur d'onde-là, on va venir interagir avec certains ions et donc ça va venir vraiment atténuer énormément parce que les ions vont être percutés par des longueurs d'onde qui sont pile poil pour leur donner de l'énergie. Donc en gros, il y a une partie de l'énergie qui va être absorbée par les ions OH. Et pareil ici, il y a d'autres interactions. Donc ce qui nous intéresse ici, nous, c'est la forme de cette courbe. Et on va essayer de regarder pour les deux types, pour plusieurs types de fibres optiques. Et je me rends compte qu'on n'en a pas parlé parce que je me suis loupé dans mon PowerPoint. Pour plusieurs types de fibres optiques, ce qu'on va appeler les multimodes. Les multimodes vont utiliser ces longueurs d'onde ici. Donc ces deux-là ici, donc il y a des raisons à ça, historiques. Donc ça va utiliser ces deux longueurs d'onde là. Et donc ici on a des atténuations qui sont à peu près à 0,4 jusqu'à 3 dB par kilomètre. Ça c'est pour les multimodes. Ça veut dire quoi? On va voir ce que ça veut dire par rapport à une monomode. Monomode, ça veut dire qu'il y a un seul rayon, hein, et un seul rayon, on va prendre ces longueurs d'onde là. Et si on regarde, du coup les atténuations sont beaucoup plus petites. Alors pourquoi c'est intéressant la monomode par rapport à la multimode? C'est-à-dire que si je veux faire des très très longues distances, ici, par kilomètre, sur la monomode, je perdrai beaucoup moins de signal que sur la multimode. C'est pour ça que quand on veut relier en très longue distance, les réseaux télécoms, là, et ils sont reliés en fibre optique monomode. C'est des fibres optiques très très fines, afin qu'on ait ici une atténuation très faible. Voilà pour ça. On va finir sur les différents types de fibres optiques qui étaient censés être avant cette slide-là. Donc, on a ce qu'on appelle les fibres multimodes à saut d'indice. Alors, multimode, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs types de rayons. Et à saut d'indice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde ici la gaine par rapport au cœur, j'ai un saut d'indice. Donc ici, le cœur a un indice très grand et la gaine a un indice un peu plus petit. Et la variation est brutale. C'est deux matériaux différents. Ça veut dire quoi le multimode? Ça veut dire que quand j'envoie une impulsion, j'ai plusieurs types de rayons. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, j'ai quelque chose qui est étalé. On a vu que ça faisait des atténuations plus grandes du coup. On a un deuxième type de fibre multimode. C'est celle qu'on appelle à gradient d'indice. Donc ici, c'est la même. Déjà, le cœur est un petit peu plus petit. Alors en fait, un petit peu, mais voilà, les fibres sont plus petites que ici. Et quel est l'intérêt ici? C'est que le gradient, c'est pas une variation brutale comme ici, c'est une variation continue. D'accord? L'indice, c'est une variation continue. Donc ce qui veut dire que quand j'envoie une impulsion ici, en fait, comme c'est une variation continue, c'est un peu la même exemple que ce que vous aviez vu dans la vidéo avec la chaleur ou avec le froid. Mon rayon, plus il va se rapprocher de l'extérieur, plus il va être courbé, parce qu'il varie petit à petit avec un indice de plus en plus grand. Donc le passage de là à là, ça le détourne un petit peu, de là à là, ça le détourne un petit peu, etc. Et donc on obtient des rayons qui sont comme ça, arrondis. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit?
en fait, les rayons sont quand même moins pires en termes de différence de distance que ici, mais il reste quand même un petit étalement, donc on a quand même une petite dispersion modale. Dernière possibilité, c'est la fibre monomode. Fibre monomode, qu'est-ce qu'on fait? Ici, si on regarde, on fait un cœur qui est extrêmement petit, 10 micromètres comparé à 200 micromètres. Donc on a quelque chose qui est 20 fois plus petit. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ici, dans ma fibre, les seuls rayons qui vont pouvoir se propager, c'est des rayons qui sont quasiment tous parallèles. Alors là, ici, je les ai fait exactement parallèles, mais on peut imaginer 10 micromètres, c'est vraiment pas grand-chose, c'est un centième de millimètre. Donc ici, on va prendre des rayons extrêmement parallèles. Et donc, si les rayons sont extrêmement parallèles, leur distance parcourue, c'est exactement la même. Donc je retrouve en sortie l'impulsion. Voilà. Donc voilà un petit peu les trois grands types de fibres optiques qu'on peut retrouver. Je vous aurais mis sur la page du cours un simulateur que vous pouvez aller tester pour voir un petit peu ce que ça change. En pratique, vous en tant que technicien, dans quel cas ça vous intéressera? Eh bien ça vous intéressera dans ce qu'on appelle la réflectométrie. La réflectométrie, c'est l'étude finalement des réflexions dans la fibre optique. Et on va retrouver un petit peu ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les lignes de transmission. Imaginons que j'ai une fibre optique que je veux étudier. Dans cette fibre optique, on retrouve plusieurs éléments. On retrouve ici un raccord. On retrouve ici une épissure par fusion. Alors une épissure par fusion, ça veut dire que j'avais deux fibres optiques et je les ai fusionnées. On retrouve ici un virage. Donc là, c'est des courbures, c'est-à-dire qu'il y a eu des virages dans la fibre optique. Ici, il y a eu un connecteur autre. Là, il y a une épissure mécanique. Et là, il y a une contrainte. Alors ça pourrait être un défaut, ça pourrait être plein de choses. Et là, il y a la fin de la fibre. Le but de la réflectométrie, ça va être essayer de voir si, quand il y a un problème, par exemple chez l'usager, de voir à quel endroit sur la ligne on a perdu du signal. Peut-être que les connecteurs ici sont mal mis ou que l'épissure mécanique n'est pas très bien faite. Donc pour ça, on va utiliser un réflectomètre, ce qui s'appelle plus communément dans le domaine un OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Donc un réflectomètre dans le domaine du temps optique, un réflectomètre optique dans le domaine temporel. D'accord? Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un appareil comme ça sur lequel on vient brancher une fibre et il va nous donner un graphique. Alors, on vient relier donc la fibre à l'appareil, donc c'est du schéma, hein, et en sortie, il va nous donner un graphique, et ce graphique dépend des différents événements qu'on a ici. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va envoyer une impulsion. Cette impulsion, quand elle arrive à cet endroit-là, si c'est une connexion, elle n'est pas forcément très bien faite, et donc ici, on va avoir un petit peu de réflexion. Donc le signal, il y en a un petit peu qui revient. Quand il arrive ici à l'épissure, à la fusion, il y en a un petit peu qui revient. Quand il arrive à la courbure, il y en a un petit peu qui revient, etc., etc. Et il va mesurer les signaux qui reviennent. Qu'est-ce que ça fait de mesurer les signaux qui reviennent? Il va pouvoir mesurer l'amplitude qui revient. Donc s'il avait envoyé 2 volts et qu'il reçoit 1 volt, il va pouvoir calculer la puissance relative en décibels. Et ici, on peut voir des pics, c'est-à-dire que ça, c'est les pics des réflexions. Et quand il y a un pic, ça veut dire qu'il y a un défaut ou qu'il y a en gros il y a ici un connecteur. Et on va pouvoir voir ici des sauts, comme là, on était de cette valeur-là, hop, il y a un saut vers le bas. Donc ça veut dire qu'on a perdu une certaine qualité de signal à l'endroit de cette contrainte. À l'intérieur, il est fait comment, le réflectomètre? Le principe, hein, c'est qu'on va avoir un générateur d'impulsion, ici, qui va être connecté à une diode laser. La diode laser envoie sur la fibre renvoie donc des réflexions. Donc ici, on avait un coupleur qui nous permettait à la fois de séparer en deux. Ces réflexions sont mesurées par un détecteur, sont amplifiées et sont comparées et mesurées grâce à de l'électronique. Voilà. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment fonctionne un réflectomètre, il y a une petite vidéo de formation entre guillemets de la chaîne ElectroRent Europe qui s'appelle OTDR et donc je vous invite à aller voir. Et ce sera la fin de ce cours.